moins de 1750, la race connue sous le nom d'ogre vivait dans les steppes aux frontières de Kataï. Ces terres étaient fertiles et s'étendaient à perte de vue. Les animaux qui y vivaient fournissaient largement de quoi venir aux besoins en nourriture des ogres. Ces derniers étaient en bons termes avec les Kataïens, qui leur apprirent d'ailleurs les secrets du feu et le travail du métal. Ainsi, les ogres fournissaient en échange leur force pour les travaux manuels destinés à Kataï. Au bout d'un moment, les incursions des ogres dans le Kataï devinrent de plus en plus banales, et de nombreux paysans kataïens devinrent les victimes de leur grand appétit. Certains ogres développèrent même une préférence pour la chair kataïenne. Les relations autrefois paisibles se dégradèrent, et l'empereur d'Aragon change alors son opinion sur les ogres, adoptant une position hostile envers ses voisins affamés. Bien que personne ne sache exactement ce qui s'est réellement passé, on croit souvent en Kataï que la catastrophe qui a suivi a été conçue secrètement par les astromanciens de l'empereur Dragon, afin d'y protéger sa patrie et ses habitants. Peu de temps après la constatation de la disparition d'enfants et la découverte d'ossements jonchant les champs-de-riz, une lumière apparut dans le ciel. Au début, elle n'était visible que la nuit, mais chaque jour, l'astre devenait de plus en plus lumineux, jusqu'à ce qu'il soit aussi brillant qu'un second soleil. Et la nuit, l'orbe flamboyant devenait tellement lumineux qu'il éclipsa même la lumière des lunes. Lors d'une nuit, la comète frappa la terre des ogres, à l'ouest de Kataï, avec une telle force qu'elle fut ressentie sur la moitié du monde. Toute vie autour du site d'impact fut anéantie en un instant. Les 2/3 de la population des ogres fut tuée. Seuls ceux vivant au bord de la steppe échappèrent à la destruction. La tempête de feu qui s'ensuivit incinéra tout ce qui se trouvait à des dizaines de kilomètres à la ronde. Les tribus apeurées par la catastrophe qui venait de se produire, torturées par la faim, tordaient leurs estomacs, autrefois généreusement rassasiés, et furent contraints de s'entretuer afin de soulager leur faim. Les ogres se transformèrent alors en barbares cannibales, et ce fut une grande réjouissance pour la population kataïenne, car la menace des ogres affamés n'existait désormais plus. Les ogres crurent qu'une divinité impitoyable s'était déchaînée contre eux et avait tout dévoré. Ainsi naquit la Gueule, le terrible dieu des ogres, qui était à l'origine de la quasi-disparition de leur race. Les ogres survivants, sans nourriture ni abri, furent forcés de migrer vers l'ouest, dans les montagnes des larmes, loin de Kataï. Grotte Naquindois fut le premier à croire en la manifestation du dieu des ogres. Pris pour un fou en raison de sa persistance à proclamer que la divinité allait se manifester un jour ou l'autre, il faillit périr lors du cataclysme qui lui donna raison. Il y survécut, mais fut atrocement brûlé dans l'incendie, perdant son nez, ses paupières, ses lèvres, ses oreilles et tous ses doigts, à l'exception d'un seul. Grotte se releva alors, tel un revenant dément, convaincu que la catastrophe était la venue du dieu. Sa foi grandit alors, et il conduisit les survivants de sa tribu jusqu'au critère de la comète. Malgré la faim, la soif et le désespoir, ils traversèrent les sables brûlants, maintenant leur morale en mangeant les plus faibles, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin sur le lieu. Une fois arrivés, la Gueule fut repue après avoir englouti plusieurs milliers des congénères de Grotte. Puis, il les laissa vivre, lui et les survivants de sa tribu. Grotte devint ainsi le premier boucher ogre, en tuant plusieurs de ses camarades de voyage et en organisant un festin cannibale au bord même du cratère de la Gueule. Son nom est encore aujourd'hui vénéré par les bouchers, et certains d'entre eux n'hésitent pas à s'infliger de graves brûlures en hommage au premier prophète. Les tribus qui ne furent pas détruites lors de la venue de la Gueule restèrent quelque temps dans leur patrie, mais avec rien d'autre à manger que leurs propres congénères, dans une région balayée par des tempêtes surnaturelles. De nombreux tyrans choisirent alors l'exode. Les ogres prirent la route de l'ouest et entamèrent l'ascension des montagnes des larmes.
Le parcours était semé de contraintes naturelles, les ogres devant lutter contre le climat glacial, les avalanches, les tempêtes de neige, tout en prenant garde à ne pas finir au fond d'un précipice. Toutefois, le plus grand danger vint des bêtes vivant dans les montagnes. Longtemps, les ogres avaient savouré l'abondance, grâce aux troupeaux de yaks dans les plaines et dont les ogres étaient les plus gros et les plus féroces prédateurs. Désormais, ce n'était plus du tout le cas. Au cours de ces marches éprouvantes et périlleuses, les plus lents et les plus faibles disparurent définitivement, laissés pour morts lors de leur marche. Des crocs des sabres, d'énormes félins aux longues canines, dédiés à éventrer leurs ennemis, se tenaient en embuscade, prêts à bondir sur les imprudents. Des troupeaux de rhinox laineux et des mastorocs belliqueux parcouraient les pentes, prêts à aplatir tout ce qui passait trop près. Le blizzard était fréquent, réduisant la visibilité à quelques mètres. Dans cet aveuglement, il n'était pas rare d'entendre un choc sourd juste à côté de soi, et une fois retourné, il était commun de voir que la neige battue était recouverte de sang, ainsi qu'une traînée de boyaux, indiquant la direction dans laquelle l'ogre infortuné avait été traîné par l'une de ses bêtes. Les grottes apparurent d'abord comme des abris bienvenus pour les ogres, dont la peau épaisse ne pouvait pas résister indéfiniment au froid de la haute altitude. Néanmoins, même s'ils rêvaient d'y trouver refuge, ils apprirent à les éviter, car elles servaient de tanières de grands animaux redoutables, notamment les férox, ou bien même des chimères. Les ogres qui parvinrent à gravir les premiers pics firent une découverte importante. Les plus hauts sommets étaient enveloppés d'une brume permanente. Mais une fois passés au-dessus de la couche nuageuse, on pouvait voir que les montagnes continuaient de s'élever jusqu'à devenir la plus haute chaîne de montagnes du monde. Là, au-delà des nuées, les ogres rencontrèrent les titans célestes et leur vaste troupeau de mammouths. Les titans célestes étaient une race ancienne, bien plus grands et plus intelligents que les géants d'aujourd'hui. Car oui, on prétend que les géants qui errent aujourd'hui dans le monde seraient leurs descendants. Les titans célestes avaient taillé d'immenses forteresses dans les montagnes elles-mêmes, des citadelles surplombant une mer de nuages miroitants, et il surgissait même de grandes îles rocheuses qui soutenaient leurs châteaux. Les titans célestes vivaient en autarcie et avaient tout oublié des autres races, se satisfaisant de leur royaume reclus, caché du reste du monde par une couche de brouillard et des pics inaccessibles. En réalité, ils s'aventurèrent rarement en dessous de la cime, hormis pour s'occuper de leurs troupeaux de bêtes. Les ogres tombèrent d'abord sur des gigantesques animaux, et leur voracité leur fit croire qu'ils avaient atteint le paradis, la terre promise de la viande rouge. Toutefois, ils ne s'attendaient pas à tant de férocité de la part de ces animaux, et de nombreux ogres, au lieu de se remplir la panse, se firent éventrer par d'énormes défenses, ou piétiner par des pattes larges comme des troncs. Ils comprirent alors qu'il leur faudrait trouver un moyen d'abattre de telles créatures, en isolant une bête du reste du troupeau, une tactique que les ogres empruntèrent des loups géants qu'ils avaient croisés dans les montagnes. Alarmés par les pertes grandissantes au sein de leur troupeau, les titans célestes prirent conscience de la menace. Or, ils étaient loin d'être sans ressources. Ils déclenchèrent de terribles orages et des avalanches, foudroyant de nombreux ogres et précipitant les autres en bas du ravin. Ainsi débuta ce que les ogres appelèrent la guerre dans les cieux, dans laquelle tous se jetèrent jusqu'au dernier. Les ogres encerclèrent et assiégèrent chaque pic, tandis que les titans célestes défendaient leur château grâce à leurs énormes canons, ainsi qu'à leurs bêtes les plus loyales et les plus imposantes, et finalement, en piétinant eux-mêmes les ogres ou en les arrachant du sol pour les jeter dans le vide lointain qui s'étendait sous le voile des nuages. Même si la population des ogres avait été réduite dans des proportions drastiques, ils étaient toujours 100 fois plus nombreux que les titans célestes. En outre, ils attaquaient par tribus entières, alors que les titans célestes vivaient seuls dans leur forteresse et étant trop égocentriques pour s'unir sous une seule et même bannière.
le conflit fut impitoyable, mais les ogres se renforçaient à chaque victoire, chaque bataille, apportant sous l'eau de chair fraîche. Les citadelles des cieux tombèrent l'une après l'autre et accueillirent désormais des banquets sanglants. La plupart des titans célestes étaient déjà morts lorsque le festin commença, mais tous ne furent pas aussi chanceux. Tandis que les ogres saccageaient les pics, ils se rendirent compte que non seulement les montagnes étaient de plus en plus hautes, mais aussi que les titans célestes étaient de plus en plus grands. Les plus vieux membres de cette antique race atteignaient des tailles inimaginables, mais plus ils avançaient en âge, plus ils devenaient sédentaires, jusqu'à en devenir aussi immobiles que les montagnes elles-mêmes. Beaucoup d'ogres croient que les derniers pics de la terre des anciens géants qu'ils escaladèrent n'étaient pas des montagnes, mais bien les titans célestes eux-mêmes, assis sur leur trône de pierre pour l'éternité. Si tel était le cas, ils furent les derniers représentants de leur race, car les ogres n'en croisèrent aucun autre et se dirent qu'ils les avaient tous dévorés jusqu'au dernier. Il existe cependant des rumeurs selon lesquelles quelques titans célestes abandonnèrent leurs montagnes et voguèrent sur la mer de nuages. Mais même si cela est vrai, personne ne sait quelle fut leur destination et s'ils en parvinrent indemnes. Non contents d'avoir anéanti leurs ennemis, les ogres massacrèrent également leurs troupeaux et dévastèrent les sommets, renversant les châteaux qui allaient se briser dans les vallées en contrebas. De nos jours, seules quelques carcasses de pierres meurtries et une constellation de ruines titanesques éparpillées au fond des vallées sont les témoins de l'existence de la race des géants et de leur niveau architectural impressionnant. Les ogres restèrent en haut des pics pendant quelque temps, se prélassant à l'ombre des piliers des citadelles effondrées et continuant de se ravitailler des mammouths restants. Néanmoins, ayant atteint le toit du monde, les ogres commencèrent à ressentir les effets néfastes de la vie à de telles altitudes. Les vents continuaient d'apporter vers l'ouest de grands nuages de débris soulevés par l'arrivée de la gueule, une brume qui vint engloutir ces hauts sommets. La nuit, les cieux chatoyaient d'une aura surnaturelle, et instinctivement, les ogres surent qu'il était temps de repartir. Les plus téméraires voulurent rester, choisissant de vivre au-dessus des nuages, même si la plupart se souciaient des mauvais pressentiments qu'ils éprouvaient. Et même si les ogres font preuve d'une grande résistance aux effets corrupteurs du chaos, ils n'y sont pas immunisés. Au fil des siècles, ceux qui étaient restés dans les cimes furent affectés par la poussière qui avait recouvert les demeures des titans célestes, et régressèrent jusqu'à devenir des bêtes. Ils développèrent une fourrure blanche, de longues griffes et une affinité avec la froideur de leur environnement. Ainsi naquit l'abominable race des Yétis, qui, même s'ils apparaissent rarement, ont conquis la plupart des plus hauts sommets du monde, et s'attaquent à quiconque ose s'aventurer dans leur royaume glaciaire. Les tribus des ogres effectuèrent donc la redescente depuis la terre des anciens géants, se dirigeant vers l'ouest et la chaîne des montagnes des larmes. Ils continuaient en fait leur migration. Là, les ogres trouvèrent un air plus sain, laissant les tempêtes surnaturelles et leurs effets corrupteurs déchaîner leur fureur sur les contreforts orientaux et sur les hauts plateaux. Les pics et les vallées des montagnes des larmes étaient des terrains de chasse foisonnants, abritant une faune abondante. Les tribus ogres y établirent leurs camps et leurs repères, et ils durent alors livrer maintes batailles pour repousser des créatures monstrueuses, ainsi que des campagnes de grande échelle contre des tribus de peau verte, des clans Skaven, et même quelques nains du chaos qu'il fallut briser, jusqu'à ce qu'ils se rendent maîtres de ces terres et que la région soit connue sous le nom de Royaume Ogre. Ainsi voilà comment débuta l'histoire des ogres. Ils furent d'abord d'honnêtes voisins à qui on apprenait un tas de choses en échange de leur main d'œuvre. Puis cette race vit sa population augmenter au cours des siècles qui passèrent, et leur besoin en nourriture fut de plus en plus important. Ils commencèrent alors les raids sur Kataï qui leur coûta la vie, du moins pour la plupart. La comète qui les avait décimés peu après était en fait provoquée par les Kataïens eux-mêmes pour se débarrasser des ogres trop envahissants. Ainsi la gueule naquit et devint la divinité de la race des ogres,
provoquant chez eux une faim constante, encore plus colossale, qui les poussa à se manger entre eux et à migrer définitivement vers l'ouest, le seul endroit qui ne s'était pas transformé en désert mortel. Groth Naquindois prophétisa sa venue et fut ainsi le premier prophète de la gueule, notamment en sacrifiant bon nombre de ses congénères à l'endroit où la comète frappa. Voilà comment la grande migration qui s'ensuivit allait changer l'histoire des ogres. Beaucoup moururent pendant les premières traversées puisque les montagnes furent de véritables terrains inhospitaliers, mais au bout d'un moment, ils eurent enfin trouvé un répit dans le plus haut sommet, où ils montèrent au-delà même des cieux, et leur rencontre avec les titans célestes engendra une guerre qui dura des années, voire des décennies, la guerre dans les cieux. Ils en furent enfin victorieux, et obtinrent suffisamment de nourriture pour qu'ils croient même qu'ils avaient atterri au paradis. Peu après, ils redescendirent des montagnes à cause de l'altitude, pour continuer leur migration, et au fil du temps, ils se dispersèrent et commencèrent à apprivoiser l'une des plus grandes chaînes de montagnes du monde, boutant n'importe quelle race de leur patrie nouvellement formée. Alors bien sûr, l'histoire des ogres ne se résume pas à cela, mais bien des événements après eurent lieu et des personnages illustres entrèrent dans l'histoire, formant de grands royaumes et se combattant contre bon nombre de races, afin que leurs besoins en nourriture et en destruction soient suffisamment rassasiés.